sujet que j'aime bien, qui est le sujet de la RGPD. Et il y a plusieurs volets et il y a vraiment un intérêt, une obligation maintenant à s'y intéresser. La première question qu'on se pose quand on fait du B2B, c'est de savoir est-ce que je peux faire de la prospection par email ? Oui et non. Tout ce qui est B2C, on ne peut pas en faire. Ça doit être de l'opt-in, ça doit être des gens qui ont activé une acceptation. Donc soit ils sont inscrits sur un formulaire, soit sur une newsletter, soit sur autre, soit c'est des clients. Mais vous ne pouvez pas faire de prospection dans le dur par email. C'est formellement interdit de par la RGPD. En B2B, la CNIL recommande de faire de l'opt-in, donc c'est une recommandation. Néanmoins, il faut qu'il y ait un intérêt légitime à ce que la personne soit prospectée. Donc si votre activité, c'est de vendre des logiciels dans le domaine informatique ou des ordinateurs et vos interlocuteurs en face sont des directeurs des services informatiques des entreprises, c'est légitime pour l'entreprise qui est cible et donc vous pouvez le faire. Si vous faites des repas du midi ou du sport, que vous allez envoyer des emails à des individus, à des salariés d'une entreprise sur des adresses email pro, il n'y a pas d'intérêt légitime pour l'entreprise. Il y a un intérêt légitime pour le salarié en tant que personne. Et donc ce n'est pas du B2B. Si je fais sur des individus qui peuvent prendre un panier repas, ce n'est pas légitime. Par contre, si c'est pour ouvrir dans l'entreprise une machine qui va distribuer de la nourriture, là je crois qu'il y a une Picard qui vient de s'ouvrir à la station F, à ce moment-là c'est légitime. Donc il faut bien analyser ça et la meilleure personne pour vous conseiller, évidemment, c'est votre conseiller juridique ou vos avocats. Le deuxième sujet, c'est l'enrichissement en fait. Comment je peux faire de l'enrichissement de données ? Toutes les solutions du marché, pour pouvoir faire de l'enrichissement, constituent des bases de données. Donc l'idée, c'est de se dire, j'ai la plus grosse base de données, la plus à jour possible. LinkedIn, c'est à peu près 450 millions de profils, je crois à peu près 500 millions de profils. Et donc tout le monde essaye de faire une sorte de LinkedIn-like. Le premier, c'est de se poser la question, d'où viennent les données en fait ? À l'époque, on pouvait scraper en masse, et plusieurs sociétés ont fait ça, très grosse masse, en dizaines, voire centaines de millions, et ont constitué finalement une copie de LinkedIn. D'autres entreprises ont fait d'autres process qui étaient de se connecter aux boîtes mail, c'est-à-dire qu'on intégrait directement dans sa boîte mail des extensions assez cool qui nous donnent des informations, mais en même temps qu'on mettait l'extension, ils aspiraient absolument toutes les informations qu'on recevait dans la boîte mail en termes de profil, donc les prénoms, les noms, les téléphones, les emails, et les revendaient, enfin alimentaient leur base de données. Ça, depuis mars 2019, ça a été bloqué par Google, entre autres. Et donc maintenant, ces techniques-là ne sont plus faisables. Troisième, beaucoup plus délicat, il y a des entreprises qui se fournissent dans le dark web. Il y a des hackers qui ont craqué des bases de données, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Dans le dark web, vont les revendre sur certaines plateformes, vont les revendre en Bitcoin, donc comme ça, il n'y a pas de traçage. Et donc là, il y a une problématique qui est forte, qui est une problématique d'éthique. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a une problématique de recel, puisqu'en fait, acheter des données volées pour les revendre, ça s'appelle du recel, et donc c'est poursuivi, il y a une chaîne de responsabilité. Le troisième élément par rapport à ça, c'est que depuis maintenant plusieurs mois, il y a une vraie chasse dans le dark web sur les entreprises qui font ça, les plateformes, elles tombent de plus en plus, donc ça devient de plus en plus compliqué. Alors une fois qu'on est sur ces bases dont on a parlé là, un sujet, c'est que l'obsolescence des données. Autant il y a 20 ans, vous aviez une base de données, donc, au bout d'un an, j'avais à peu près perdu 10% de ma base de données en termes de qualité de données, parce que les gens avaient changé d'entreprise, parce que voilà, c'est l'obsolescence naturelle. En 2021, les chiffres en un an, c'est plutôt 25 à 33%. Deuxième élément, ça j'en parle, hors de la crise du Covid. Donc on a tous vu autour de nous, dans nos connaissances, nos relations, nos familles, nos parents, nos enfants, que ça impacte beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de changements d'entreprise, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage, etc. Donc l'obsolescence des données s'accélère au niveau mondial, c'est même pas au niveau de la France, c'est au niveau mondial. Et donc on a le sujet de l'obsolescence des données. Sur la RGPD, il y a un point qui est très particulier, qui est souvent pour l'instant assez négligé, qui est une vraie révolution qui a commencé, qui prendra des mois et des années. C'est qu'en fait, prendre les données d'une personne, les mettre dans une base de données, vous n'êtes pas autorisé à les revendre. Vous ne pouvez pas revendre ces données ou les céder sans impérativement un opt-in pour la revente. C'est pas, je rentre un formulaire, et c'est pas parce que j'ai coché la case à cocher en disant oui, je veux bien qu'il y ait mes données qui soient dans la base. Ça ne correspond pas à un opt-in de oui, je veux bien qu'il y ait mes données qui soient dans la base, et surtout que vous les revendiez. Vous prenez n'importe quelle entreprise qui vend de la donnée, et quasiment personne n'a autorisé à revendre ces données. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai pas autorisé à ce qu'on revende mes données. J'ai jamais coché une case en disant oui, vous pouvez revendre mes données. Mais en termes de masse, ça représente rien. Donc en fait, toutes les données qui sont achetées comme ceci ne sont pas RGPD compliant. Le sujet de la RGPD par rapport au sujet de la CNIL avant, de l'ancienne législation, c'est qu'il y a une chaîne de responsabilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Ah c'est pas moi, c'est mon prestataire ». Parce que vous devez vous assurer que votre prestataire est RGPD compliant, qui lui-même doit s'assurer que son prestataire est RGPD compliant. Donc on ne peut plus se défausser en disant « Ah oui, c'est pas moi, c'est lui ». C'est un peu comme une évolution qu'on a eue sur l'USAF il y a peut-être 15 ans. C'est qu'avant, vous employez des salariés dans une boîte X et vous dites « Ah non, mais moi je paye la société, s'ils n'ont pas déclaré les personnes, c'est pas mon sujet ». Aujourd'hui, vous avez une obligation de vous assurer que la boîte fait bien cette déclaration d'URSSAF. C'est pareil pour la RGPD. Toutes les données qui sont dans une base de données ne sont pas RGPD compliantes.
et on arrive sur Drop Contact. On a 0 base de données de contact, donc on ne travaille pas du tout de par l'obsolescence des données et de par la notion de RGPD sur des données en base de données, donc nous n'avons pas de données de contact. On travaille exclusivement sur de l'algorithmie et des serveurs de test et nos algos de test. On ne fait pas la méthode des patterns. La méthode des patterns, c'est de dire je fais prénom, nom, nom, prénom, prénom, point, nom, nom, prénom. Il y en a 46, enfin il y en a une cinquantaine à peu près qui sont les standards. J'ai fait un article en 2017 sur le sujet. C'est cool, c'est sympa, parfois on peut le faire, c'est ponctuellement, c'est intéressant, c'est super, mais il y a plein de fois où vous pouvez absolument pas faire ça et vous ne trouverez pas les emails comme ça, parce que de toute manière, vos adresses vont être bloquées, vos domaines vont être bloqués. Donc on travaille vraiment sur de l'algorithmie, on travaille sur nos propres algos de test d'email et nos propres serveurs qui nous permettent de tester et de restituer des données qui sont validées, vérifiées. Petite cerise sur le gâteau, c'est que la version qu'on est en train de commercialiser dans les semaines qui arrivent nous permet de craquer en partie ce qui est incraquable, c'est-à-dire les catch-all. Donc on arrive à identifier que des catch-all existent ou n'existent pas pour une partie. Et ça, c'est la première étape qu'on commercialise d'ici quelques semaines. Et on a encore beaucoup de boulot pour essayer d'aller encore plus loin, mais on est les seuls aujourd'hui à craquer ça.